Alors maintenant, on va poursuivre avec l'intervention très attendue, celle de David Chagère, DRH du groupe CMA-CGM, et qui va nous donner, qui va partager sa vision de la mobilité internationale comme levier de développement humain et stratégique. Alors, j'invite David à venir. On va faire ça sous forme de conversation. Voilà. Donc, on va s'asseoir. On va bouger. Ça va ? À côté ? Tout va bien. Alors, David, nous sommes enchantés de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter et surtout de nous parler de votre expérience internationale, parce que je crois que c'est ce qui a marqué votre parcours. Avec plaisir. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est une sorte de mur de médecins, de responsables sécurité, soit sans doute des anciens policiers ou des anciens gendarmes, et de Compenben, et de Compenben, spécialisé en mobilité internationale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant qu'un Compenben ? C'est un Compenben spécialisé en mobilité internationale. Le Compenben, vous ne comprenez pas grand-chose. Le Compenben en mobilité internationale, vous ne comprenez rien de ce qu'il vous dit. Donc j'étais un peu surpris qu'on me propose de venir. Alors, je crois que le lieu avait inspiré le Syndex pour inviter M. Saadé, qui, hélas, ne pouvait pas être là, et il m'a demandé de le remplacer, ce qui est difficile à faire, mais je vais m'y employer. J'étais un peu surpris de l'invitation, parce que face à autant d'experts, je ne sais pas ce que je vais vous apprendre. Mais en réfléchissant un petit peu, finalement, à cette première question, c'est-à-dire se présenter et évoquer le rôle de la mobilité internationale dans ma propre carrière, finalement, je me dis que c'était pas si idiot d'inviter. Pourquoi ? Parce que finalement, j'ai vécu de manière très personnelle ce que peut changer la mobilité internationale, et ce que vous avez dit dans votre introduction, et puis ce thème que vous avez retenu, humanisme et mobilité internationale, dans la mesure où mon parcours était d'abord un parcours très franco-français, puisque j'ai démarré ma carrière dans l'administration, donc on pouvait difficilement faire plus franco-français. Même si je me suis occupé d'affaires européennes au ministère des Finances, mon expérience de l'international se limitait à Bruxelles et au couloir du Conseil européen, donc c'était assez limité. Quand j'ai rejoint le secteur privé, j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises qui sont presque toutes membres du Syndex, sauf Forestia, devenu Forvia, mais l'entreprise Thales... Ils ont failli. Ils ont failli. Bientôt. Je pourrais faire de la pub si vous voulez. L'entreprise Alstom, l'entreprise Forestia et aujourd'hui CMA-CGM. Et quand on regarde ces entreprises, il y a eu pour moi une sorte de gradation, c'est-à-dire des sociétés qui toutes ont recours à la mobilité internationale et sont toutes internationales, mais je dirais peut-être à chaque fois avec un degré supplémentaire, manifesté notamment par le nombre d'expatriés qui est de plus en plus important. Et chez CMA-CGM, on supporte près de 400 personnes en mobilité internationale, sans compter nos VIE, nos missions courtes. Enfin, donc ça fait beaucoup de monde. Et c'est la nature de CMA-CGM. Vous savez à quoi on sert finalement. On transporte des choses par bateau, par avion, par camion, dans tous les endroits du monde. On transporte aussi de plus en plus de l'information. Donc notre métier, finalement, c'est de relier les continents, les pays, les cultures. Donc tous nos salariés, d'une certaine manière, sont très, très, très orientés vers l'international, en permanence en contact avec l'international, même quand ils ne sont pas en situation de mobilité internationale. C'est vrai de nos pilotes, c'est vrai de nos capitaines de bateaux, nos personnels à bord des bateaux, nos chauffeurs, mais aussi nos commerciaux, nos agents commerciaux. Par nature, on est présent dans tous les pays du monde. Là aussi, c'est pas, même les groupes internationaux dans l'automobile, par exemple, ne sont pas nécessairement présents dans tous les pays du monde. Nous, on est présent dans tous les pays du monde. Donc cette dimension internationale est vraiment fondamentale. J'ai eu la chance, au gré de mon parcours, d'être expatrié moi-même. C'est-à-dire que j'ai été un client de vos services, donc je peux donner du feedback. Je sais lire un package d'expat, puisque j'ai dû apprendre pour moi, ce qui n'est pas le cas en général des RH qui ne comprennent absolument rien avec ce que vous faites, je peux vous le dire. C'était mon cas avant. Maintenant, je sais le faire, puisque je l'ai subi 3 fois.
dans 3 destinations différentes qui étaient l'Inde, le Japon et l'Allemagne. Dans ce parcours, en quoi il est fondamental pour moi, pour ma famille ou même pour ma vision des ressources humaines, parce que je crois qu'on est totalement transformé par l'expatriation. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont subi en plus de la faire subir aux autres, mais je crois qu'on est par nature transformé par ces expériences de mobilité internationale. Et aujourd'hui, je pense que j'exerce différemment le rôle de ressources humaines parce que j'ai eu cette expérience dans le passé. Merci David. Et du coup, comment vous traduisez en fait la mobilité internationale comme levier d'humanisme et de développement? Comment ça se traduit dans la stratégie de CMA-CGM? Alors, je l'ai dit, CMA-CGM, donc en quelques chiffres, c'est 160 000 collaborateurs et 55 milliards de revenus, une grosse population expatriée. Pour nous, favoriser cette expérience internationale, c'est absolument fondamental. On expatrie pour, je crois, 3 raisons, comme tous les grands groupes, rien d'extraordinaire à cela. On expatrie parce qu'on a besoin que des dirigeants aillent prendre la main sur des entités acquises ou dans des géographies complexes où on a besoin de savoir ce qu'il se passe, où il y a une dimension de confiance et de contrôle. Ça, c'est une première grande raison de l'expatriation. On expatrie parce qu'on a besoin on a des expertises rares qui sont difficiles à trouver dans tous les pays. Et donc, on en dispose dans une géographie, on va la mettre à disposition essentiellement pour transférer de la connaissance dans une autre géographie. Et on expatrie pour une 3e raison qui est le développement de nos potentiels. Je crois qu'aujourd'hui, dans un groupe international, on peut difficilement envisager des dirigeants qui n'ont pas eu cette expérience. Alors, pourquoi finalement, je réfléchissais en préparant cette séance, pourquoi c'est si important d'avoir eu cette expérience? Et ça nous ramène à votre thème de l'humanisme. Finalement, l'humanisme, c'est quoi? C'est de s'intéresser à l'autre, à l'homme en tant que tel, et donc de sortir de soi-même pour s'intéresser à l'autre. Le terme a été inventé, c'était l'autre dans le temps, c'était la Renaissance, et on s'interrogeait sur ceux qui nous avaient précédés. Puis c'est devenu l'intérêt pour les autres cultures. Mais un intérêt qui n'est pas dans l'appropriation, mais qui est dans dans l'intérêt pour la différence. Et quand on est expatrié, surtout dans des pays comme l'Inde ou le Japon, où finalement cette dimension d'altérité est absolument considérable, on est challengé, on est mis en difficulté dans nos certitudes, on est décentré. On se rend compte que tout ce que l'on a appris, tout ce qui est évident pour nous, ne l'est absolument pas dans d'autres cultures. Et finalement, toute personne qui a un potentiel d'évolution dans une entreprise internationale, je pense qu'il est important qu'elle fasse cette expérience, parce que cela marquera profondément sa manière de diriger une entreprise internationale par la suite. Alors je pourrais donner tellement d'anecdotes de ce que j'ai vécu moi-même. J'en donnerai juste une. Quand vous visitez ne serait-ce que des musées en Inde ou au Japon et que vous voyez des cartes qui ne sont pas centrées sur l'Europe, qui ne sont pas dans les mêmes projections, vous voyez des échelles de temps qui sont différentes, vous êtes, par rapport à l'européocentrisme quand même très très profond dans notre éducation, dans notre culture, vous êtes déstabilisé. Quand vous interagissez avec vos collaborateurs, vous êtes déstabilisé et vous devez vous adapter. Et donc cet effort d'adaptation-là, pour moi, c'est le vrai test du potentiel. Si vous savez vous adapter à des cultures profondément différentes, c'est un gage de votre capacité d'apprentissage. On peut être challengé pas simplement par la mobilité internationale, on peut changer d'entreprise, on peut changer de produit, on peut changer de fonction, on peut faire plein de choses. Mais le changement de pays, c'est quand même l'expérience, je trouve, la plus complète
à cet égard. Et c'est pour ça, nous, on essaye de la développer. On a structuré notre politique internationale. Et d'ailleurs, je salue notre chef de la mobilité internationale, Christophe, qui est là, qui pourra m'aider si vous avez des questions trop techniques. On a structuré notre politique internationale par rapport à ces 3 motifs d'expatriation que je décrivais, donc de leadership, d'expertise ou de développement. Et on a, en parallèle, poussé les programmes qui sont plus à destination des jeunes talents, comme beaucoup de grands groupes français, avec un accent mis à la fois sur la population VIE, sur la population bénéficiaire de notre Young Graduate Programme, et un programme supplémentaire qui est un dispositif d'échange pour des délais courts entre des collaborateurs de différentes géographies pour des durées de 6 à 12 mois, qu'on appelle un programme JUMP. Donc on a à la fois des solutions pour les talents émergents et puis des solutions pour les talents, je dirais, plus expérimentés dans l'entreprise. Mais c'est pour nous, ça fait vraiment partie chez CMA-CGM une sorte de figure obligée que d'avoir ce type d'expérience à l'international. Super intéressant, merci. Mais du coup, comment vous assurez, enfin avec ce contexte, vous êtes dans des endroits pas toujours très sécures chez CMA-CGM, comment vous assurez de la sûreté, de la sécurité des employés et de leurs familles qui les accompagnent? Dans ce domaine, je ne pense pas qu'on soit radicalement innovant. Ce qui est certain, c'est que cette présence dans tous les pays et dans le monde d'aujourd'hui, où à la fois vous avez une augmentation des catastrophes naturelles, une augmentation des situations de crise géopolitique ou de guerre, plus j'ajoute les troubles politiques et sociaux. Donc c'est vrai qu'on est particulièrement exposé, puisque nous avons les salariés partout. Donc a priori, quand il se passe quelque chose, on est concerné. Donc on a été... comme d'autres grands groupes similaires, on a développé un service sécurité de taille très conséquente avec ses relais dans toutes les parties du monde, qui est, je dirais, disponible pour les collaborateurs 24 heures sur 24. On a mis en place, mais je n'ai pas envie de développer parce que je pense que tout le monde le fait, et là, tous les systèmes d'assistance aux collaborateurs, de les prévenir quand ils vont dans des zones de risque. Enfin, tout cela, je dirais, est assez standard. Je pense que ce qui nous caractérise peut-être, c'est vraiment la réactivité extrême qui est en fait du fait de notre CEO lui-même. Ça, c'est peut-être le caractère d'entreprise familiale. Et donc, je peux vous dire que notre patron sécurité, qui est un ancien gendarme pour ce qui le concerne, qui n'est pas là aujourd'hui, n'a pas une vie facile parce qu'il est vraiment sur toutes les brèches en temps réel. Et avec un focus sur les collaborateurs eux-mêmes. Alors, votre question portait sur les expatriés. Nous, on essaye, et ce ne sont pas que les expatriés. Alors certes, les expatriés, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont dans un pays où c'est nous qui les avons envoyés, et souvent leur famille n'est pas là. Donc, face à une situation difficile, c'est pas la même chose que quelqu'un local qui a sa famille et puis qui habite là et qui n'a pas envie de quitter ce pays. Enfin, pas nécessairement, ça peut arriver dans certains cas quand c'est vraiment une crise grave. Donc on a un petit peu plus d'attention, bien sûr, pour les expatriés, mais je crois qu'on essaye d'aborder le sujet avec une extrême vigilance et une extrême importance à tous les niveaux. Oui, merci beaucoup. Vous savez que on fait des calls quand il y a une situation de crise quelque part dans le monde. On organise des calls sûreté et en général, on commence par Air France qui nous dit voilà, il y a encore des vols. Et ensuite, deuxième à parler, c'est CMA-CGM pour nous dire y a-t-il encore des bateaux et après, on va dans chaque secteur de l'industrie, les télécoms, y a-t-il encore des télécoms? Enfin bon, mais vous êtes les deuxièmes à passer après les avions. Merci beaucoup pour cette réponse. Et j'aurais une dernière question. Comment vous anticipez les évolutions de la mobilité internationale dans les années à venir? Et après, on se laissera 2-3 questions dans la salle pour peut-être qu'il y aura des questions directes. Voilà. Alors, si on réfléchit un petit peu à l'avenir, mon sentiment, c'est que certains besoins d'expatriation se tarissent. C'est peut-être pas bon pour votre métier, mais mon sentiment, c'est que beaucoup des justifications de l'expatriation sont en réduction.
ou alors il y a des phénomènes exogènes qui freinent l'expatriation, et vous l'avez abordé, on va y revenir. Là où le besoin se réduit, c'est d'abord la convergence des niveaux de qualification. On peut faire l'hypothèse que le besoin d'expatrier pour transférer de la connaissance, il existe encore, d'abord parce qu'il y a toujours des expertises rares, mais je pense que le champ se réduit, parce que ce qui était rare il y a 20 ans ne l'est plus. Dans beaucoup de pays. Les niveaux de qualification augmentent, les niveaux de formation augmentent, rattrapent très très vite les standards qui avaient été fixés par l'Occident un peu en avance de phase. Donc ce besoin-là se réduit. Bien sûr, il y a toujours l'expatriation, je dirais, que j'appelle de leadership, de contrôle, parce que les entreprises internationales se déploient, font des acquisitions, ont besoin de déployer leur système et de contrôler un peu ce qui se passe. Donc ça existera toujours. Il y a toujours des pays à risque en termes de compliance, où on a besoin là aussi d'avoir du contrôle. Et on a toujours besoin de développer nos collaborateurs. Donc je ne prévois pas qu'on va aller vers zéro, mais je pense que le besoin objectif se réduit. Le deuxième point, c'est la grande ambivalence des salariés vis-à-vis de la mobilité internationale. Je crois que c'est encore un facteur d'attractivité, effectivement, et on nous en parle dans nos entretiens de recrutement. Les gens... C'est un facteur pour nous rejoindre. Mais moi, je note quand même, je ne sais pas si c'est un effet post-Covid, mais que c'est plus compliqué d'avoir des... J'ai l'impression, mais je ne l'ai pas objectivé, donc je n'ai pas de données, rien du tout, je vous donne juste une impression, qu'il est quand même de plus en plus difficile d'expatrier les gens pour un certain nombre de raisons qui sont naturellement la biactivité des couples, qui est quand même en forte croissance dans beaucoup de pays, et c'est une bonne chose. Donc ça rend le choix plus difficile. Il y a les recompositions familiales, qui elles aussi sont plus fréquentes, et ça empêche la mobilité d'ailleurs internationale, mais même la mobilité nationale, et j'en sais quelque chose pour devoir recruter à Marseille beaucoup de Parisiens et autres. Donc la recomposition des familles, c'est un frein à la mobilité. Le changement de la hiérarchie des priorités, finalement, de nos collaborateurs, qui sont moins prêts à faire des sacrifices. D'ailleurs, je note qu'on a toujours un problème de féminisation de la mobilité internationale. C'est quand même fou de voir qu'il y a 20% de femmes dans la mobilité internationale, ce qui est pour nous le niveau au niveau des dirigeants, ce qui n'est pas vraiment une bonne référence. Mais qui signale quelque chose, que vous aviez des hommes qui étaient prêts à faire les sacrifices pour leur carrière, des femmes qui étaient prêtes à faire un encore plus gros sacrifice pour suivre le mari dans sa carrière. Et ça, c'est en train de changer. De moins en moins de gens raisonnent comme cela et font des choix différents pour le conjoint, pour les enfants. Donc je pense que ça va rendre l'expatriation plus délicate. Par ailleurs, il y a autre chose qui change, et vos chiffres le montraient, c'est l'expatriation de et vers la France, qui elle aussi se réduit. Ce qui est frappant quand vous parlez à des jeunes talents partout dans le monde, contrairement à ce modèle qui dominait quand moi j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé chez Thales en 2007, donc un peu moins de 20 ans, on raisonnait vraiment, c'est l'immense privilège que nous allons faire à ce jeune de talent qui viennent je ne sais où, de venir au siège. C'est tellement important et tellement prestigieux de venir au siège. Aujourd'hui, vous demandez à un Chinois, un Singapourien, dans les Émirats, au Brésil, vous voulez venir au siège, ça ne l'intéresse pas forcément. En revanche, il est brésilien, aller aux Émirats, il est à Singapour, aller aux États-Unis. Là, vous les intéressez. Et là, donc, ça nous oblige à changer totalement nos modèles qui... Alors, je ne dis pas qu'on est tous encore sur ce modèle traditionnel, mais enfin, c'est quand même un petit peu implicite, notamment chez les managers plus seniors. C'est très vite, on raisonne comme ça. Il faut le faire venir au siège, il va comprendre la vie. Genre de truc, on l'entend encore, concrètement. Et je pense que ça, c'est quand même vraiment en voie de disparition et qu'on va devoir inventer beaucoup et mieux gérer toutes les mobilités, je dirais, intra-régionales et inter-régions hors Europe. Je vais prendre un exemple qui est le cas de l'Afrique. Zone en très fort développement aujourd'hui,
une vraie émergence d'une génération de talents de très haut niveau en Afrique, très exigeants, très chers, qu'on peine à attirer et qui voient leur carrière beaucoup à l'échelle du continent africain. Donc il faut qu'on gère leur carrière à l'échelle du continent africain. Donc ça nous oblige à penser différemment, à proposer des solutions différentes pour cela. Et on n'était pas complètement équipé pour ça, en fait. Ni au niveau technique de la mobilité internationale, mais aussi au niveau de la gestion de talent. Parce que non, mobilité internationale, ça doit... Si on fait l'hypothèse que la mobilité internationale va être de plus en plus un outil de développement des talents, il faut que l'articulation avec les services de talent management soit meilleure. Et quand on va parler de ces mouvements entre régions, ça va nécessiter un suivi qu'il est plus difficile de faire. Super, merci. Un autre message. Peut-être une autre tendance, peut-être pour répondre à... Si on se focalise sur du développement et si il est plus difficile d'expatrier les gens pour aux âges où ils ont des enfants, aux âges où j'ai de maturité, de biactivité des couples, ça veut sans doute dire que ça va se déplacer vers des populations plus jeunes, pour des assignments peut-être plus courts. Donc je pense qu'il faut qu'on propose des solutions différentes. Nous, c'est l'esprit de ce programme JUMP que nous avons. Mais je suis convaincu qu'il faut qu'on soit capable de proposer des choses plus sur mesure, au bon moment dans la vie des personnes. Et pas simplement avoir nos modèles tout faits. Bon, maintenant, tu as tel âge, tu vas devoir y aller, tu y vas pour 3 ans, et puis c'est comme ça. Ça risque de ne plus marcher. Oui, pas que les experts ou les senior managers qui vont prendre une direction. Oui, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien, merci. Alors, on peut prendre 2 questions dans la salle. Je regarde Célia. Ça va, 2 questions. Ah, une première question. Oui, merci. Bonjour, Eric Buquet, Sanofi. Je suis ni gendarme, ni compliance. Juste une question. Dans la sûreté, oui, bien sûr. Juste une question sur la Chine. Est-ce que vous avez un regard particulier sur la Chine ? Est-ce que c'est pour vous un pays à risque, soit en termes de compliance, soit en termes d'information, protection ou autre chose ? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez une politique spécifique pour certains postes vis-à-vis de la Chine ou d'autres pays du même type, qui pourraient être considérés comme des pays à risque ? Alors, je ne dirais pas pays à risque. Je ne dirais pas pays à risque, aussi parce que nous sommes une entreprise de service. On n'est pas une entreprise industrielle. J'ai travaillé dans l'industrie auparavant. Et quand on fait de la R&D en Chine, on peut se poser des questions qu'on ne se pose pas nécessairement dans le domaine du service. Donc moi, là, en tout cas pour CMA-CGM, je ne le vois pas comme un pays à risque particulier. C'est un pays où on a très, très, très largement localisé notre management. On a encore quelques expatriés. Oui, on est content de garder un expatrié en finance dans ces domaines-là. Mais voilà, on fait une confiance à notre management local. On a quand même encore un patron non chinois pour ce qui nous concerne en Chine. Donc, il y a effectivement cette idée que c'est bien de savoir ce qu'il se passe, mais je ne le mettrai pas dans la catégorie des pays à risque pour ce qui me concerne. Ce sont lesquels ? Les pays à risque pour CMA ? On a des pays où on a tout un ranking, les pays à forte corruption, les pays... Alors si je vous prends l'exemple, la Jamaïque, où nous avons un terminal, quand on regarde le taux de criminalité, quand on regarde le développement du trafic de drogue en Jamaïque, bon, ça pour nous c'est un vrai pays à risque. On a d'autres, on a des cas de fraude, de corruption, voilà, c'est... Oui, bonjour, Anne-Laure Budin, Matching You. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté de féminiser l'expatriation. Delphine, vous avez parlé de 20% des femmes qui étaient expatriées seulement, et pourtant vous cherchez tous à recruter davantage de femmes en expatriation. Delphine, vous avez aussi parlé de quelqu'un qui avait fait une enquête sur pourquoi les expatriés, enfin pourquoi on refusait l'expatriation. Et je voulais savoir quelles sont les solutions que vous mettez en place pour attirer les femmes en expatriation. Ce que vous, et peut-être les autres aussi, je trouve que... Oui. J'avoue ne pas avoir de solution miracle. Je pense que là, ça reflète d'abord des choses qui se jouent en dehors de l'entreprise. Et une capacité, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des choix qu'aujourd'hui certaines personnes, que les femmes font moins facilement
que des hommes qui postulent qu'ils seront suivis par le conjoint. Hein, donc là, il y a un phénomène, je dirais, social extrêmement regrettable et dont moi j'ai bénéficié d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis parti en expatriation? On m'a demandé le vendredi, est-ce que tu es partant pour aller en Inde? Toute personne répond non, surtout sur l'Inde, hein, qui est un pays qui est jugé peu attractif pour des raisons que j'ignore, parce que c'est extraordinaire, mais c'est un fait. J'en ai parlé à mon épouse et en 2 jours, elle a dit oui. Elle était prête à suivre. Et bon, combien d'hommes sont capables de faire ce genre de choix aujourd'hui, hein? Et là c'est quelque chose qui nous dépasse, nous, en tant qu'employeurs. Hein. Donc, la seule chose que je sais faire, c'est de proposer ces opportunités aux femmes. Donc, c'est tout le travail qu'on fait en termes de talent management sur l'identification des potentiels féminins et sur leur développement accéléré, dont des assignments internationaux. Donc, ça, oui. À commencer dans mon équipe, par exemple, où je propose ce genre de choix. Mais force est de constater que c'est plus difficile. Peut-être aussi les femmes intériorisent davantage, refusent plus d'imposer ces choses-là à leur famille. Hein. La prise en compte de ce paramètre-là est plus puissante chez les femmes que chez les hommes. Donc là, moi, je suis preneur des idées s'il y a des entreprises qui ont fait des choses qui marchent bien, parce que c'est pas évident. 2026. D'accord. Donc, il y a les organisations, la féminisation. D'autres questions? Il va de soi, j'ajoute juste un point, que tout ce qui a été fait lancer par le Syndex et qu'on fait sur le travail du conjoint, bien sûr, va aider pour les hommes, mais il y a un travail plus profond à faire sur les représentations. Bonjour, je suis Inès Alonso de Business France à la direction VIE, chef du service protection sociale. J'aurais aimé vous entendre parler sur la santé mentale. Est-ce que vous avez vu une dégradation de la santé mentale, notamment chez peut-être les jeunes populations, pas forcément les VIE, hein, je parle en général, expatriés. Et est-ce que vous avez actuellement des discussions autour d'axes d'amélioration? Voilà. La Merci. réponse est non. Non, alors ce qui ne veut pas dire que le sujet n'existe pas. Je vous dis juste que ce n'est pas un sujet qui nous est remonté comme un problème. Je me tourne vers Christophe pour m'assurer que je n'ai pas raté quelque chose. Mais non, on n'a pas de perception. Au contraire, il y a un niveau, si je pense à la population VIE, une satisfaction vis-à-vis de cette population assez extraordinaire de jeunes français pour l'essentiel, mais qui ont envie, qui sont bien formés, qui donnent satisfaction partout où ils vont. Donc c'est vraiment un programme absolument phare pour nous. Et on n'a pas perçu de difficultés nouvelles post-Covid sur cette population. Alors une dernière question, s'il y en a une dans la salle. On regarde. Non, ça va? Vous êtes tous impressionnés? Ah, si. Là. Alix. Non. Tracy. Non. Alors. Bonjour, Géraldine Renaudière de l'entreprise Fragomène. Vous avez mentionné tout à l'heure justement votre parcours au niveau européen, enfin votre connaissance des sujets européens, et vous parliez de repenser la mobilité internationale au niveau régional, intra-régional. Et donc je voulais savoir quelle était votre expérience par rapport justement à la circulation ou à l'expatriation intra-européenne ou au niveau aussi de la Méditerranée, puisqu'il y a la dimension maritime. Est-ce que vous voyez justement des obstacles, des contraintes particulières liées à toutes ces réglementations européennes ou pas? Ou quelle est votre expérience par rapport à ça? Est-ce qu'il faut repenser aussi la mobilité intra-européenne? Je pense que la mobilité au sein de l'Union européenne, elle est très facile. Et pour moi, elle devrait ne même plus s'appeler de l'expatriation. En réalité... on conserve certaines complications, il y a toujours des problématiques scolaires et linguistiques, donc c'est pas totalement la même chose que de la mobilité nationale. Mais je pense qu'on devrait quand même... pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous, on fait très facilement entre nos différentes géographies en Europe, ça se passe très bien. Donc, moi, je préfère faire en Europe du local plus. C'est un contrat normal, mais j'ajoute éventuellement du schooling parce qu'il faut une école dans la langue maternelle, des choses comme ça.
Mais on peut considérer quand même qu'on a une libre circulation du travail en Europe qui fonctionne, à mes yeux, bien. Peut-être des détails techniques à régler, mais pour l'essentiel, moi j'ai eu la chance d'être en Allemagne. C'est quand même assez simple de s'adapter dans un autre pays de l'Union européenne. Ah, encore. Florence, là-bas. Ah. Oui, alors, attends un petit peu le micro pour qu'on... Je crois que nous, on essaye, enfin c'est l'état d'esprit chez CMA CGM, un collaborateur qui veut faire ça, on va essayer de trouver quelque chose. On va regarder déjà, parce que quelqu'un qui a cette ambition, on va chercher. Mais on ne va pas le faire à tout prix non plus. Parce que vous avez il faut qu'il y ait quand même... C'est un investissement, une mobilité internationale. Donc il faut que ça ait du sens dans le parcours professionnel. Il ne faut pas que ce soit coûteux inutilement pour l'entreprise. Il faut que ce soit viable pour la famille, il faut que ça apporte à l'entreprise aussi. Ce n'est pas simplement satisfaire une aspiration d'un collaborateur. C'est la rencontre finalement de l'intérêt d'un collaborateur et de l'intérêt de l'entreprise. Donc je pense qu'on va le regarder, si quelqu'un est vraiment motivé, on va le regarder et essayer de l'aider à atteindre cet objectif, mais encore une fois, sans perdre de vue notre intérêt. Et même en contrat local, on a aussi, j'ai cité 400... en mobilité internationale, dont à peu près une moitié en contrats locaux, notamment pour des gens qui ont des projets de plus long terme pour s'installer. Le local plus peut être un accompagnement avec une perspective de localisation. Donc on essaie d'avoir toutes les solutions selon le contexte. Ok. Eh bien, encore une question, et c'est la dernière. Là, juste là, Bénédicte. Bonjour, Catherine Graffin de Mondassure. Vous avez parlé tout à l'heure du développement du continent africain et de la nécessité d'attirer les meilleurs talents. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour justement attirer ces talents, la diaspora aussi africaine qui revient et justement en quoi vous voyez l'outil de mobilité internationale pour favoriser cela. Je dirais qu'on démarre parce que d'abord, il y a une forte croissance sur le continent et on est, pour ce qui nous concerne, dans nos métiers, on n'est pas là où on voudrait être. C'est-à-dire qu'on est plutôt en position de challenger par rapport à la compétition. Donc c'est pour ça qu'on a regardé de très près. Et on s'est rendu compte qu'on avait encore trop souvent des situations, je dirais, un peu traditionnelles, des expatriés français, parfois anciens militaires. Donc voilà, c'est une certaine tradition qui n'était plus tout à fait l'Afrique d'aujourd'hui. Donc on s'est efforcé de mieux comprendre ces marchés-là, de mieux comprendre déjà les talents, parce que nous avions des talents locaux qu'on ne connaissait pas forcément bien dans les équipes. Et puis quand on a commencé à recruter des dirigeants locaux, on a commencé à regarder le marché. Et on a vu, effectivement, il y a toute une génération de talents très bien formés, formés en Afrique, formés en dehors de l'Afrique, parfois effectivement des gens de la diaspora qui veulent revenir. On s'est rendu compte que ces gens, ils étaient très demandés sur le marché, donc très chers, à tel point parfois que ça peut nous revenir potentiellement plus cher qu'un expatrié français. Parce que si on prend un talent, je ne sais pas, de Côte d'Ivoire ou du Ghana, qu'on veut l'expatrier dans un autre pays d'Afrique, il va être déjà très cher, il va être en expatriation, donc ça va finir par être très coûteux. Donc il faut que Christophe soit très très créatif pour trouver des solutions, parce que récemment on a tenté comme ça des recrutements extérieurs. Donc ça c'est parce qu'on débute. Maintenant, il va falloir qu'on aille beaucoup plus profond dans notre stratégie de développement des talents en Afrique et qu'on mette en place ce que l'on sait faire dans d'autres géographies, mais qu'on n'a pas fait encore en Afrique, c'est-à-dire des partenariats avec des écoles cibles, avoir beaucoup plus de jeunes qui rentrent dans nos programmes Young Graduate qui viennent d'Afrique, leur faire des parcours accélérés de développement. Enfin, voilà, qu'on mette tout l'appareillage du talent management dans cette géographie qui a été... souvent négligées, il faut dire les choses comme elles sont, par nos grands groupes. Donc on est en phase de rattrapage et la mobilité internationale, c'est un des outils pour notamment amorcer tous les recrutements externes un peu expérimentés
là, il faut qu'on soit créatif parce que ces talents-là sont encore enfin, donc l'offre est encore inférieure à la demande. Ça peut être aussi un beau sujet pour 2026. Non, mais de réfléchir à l'attractivité de l'Afrique. Et on avait eu une présentation très intéressante de Alexander Hughes sur la diaspora africaine qui veut retourner en Afrique. Donc ça, c'est un sujet à suivre. Bon, ben merci beaucoup. Super. Merci. Merci beaucoup, vraiment.